Chapitre 1. J'ai toujours refusé d'accompagner ma collègue Nina à un combat de kickboxing. Mais cette fois, je ne trouve pas d'excuse. C'est dimanche, il est 15 heures, et Nina me demande de la conduire et d'assister à son combat. Nina, tu ne comprends pas. Le kickboxing est un sport violent. Je ne veux pas voir ça. Je déteste la violence. Ne t'inquiète pas. Tu sais, pour l'instant, je fais seulement du light contact. Ce n'est pas encore du full contact. Tu sais très bien que je suis très mauvais en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Eh bien, ça veut dire que je touche à peine mon adversaire. Ce qui compte, c'est le mouvement. Et tes adversaires, hein? Comment tu peux être sûr qu'elles contrôlent leur mouvement? Je ne veux pas assister à un combat de Nina. Je déteste les arts martiaux. Surtout quand ce sont des femmes qui les pratiquent. Et surtout quand c'est Nina. J'ai peur pour elle, mais comment lui dire ça? Mon portable sonne. C'est le patron qui m'appelle. Nous avons une possibilité d'interviewer Aloha, la chanteuse et ex-top modèle. Aloha est en visite surprise à Bruxelles, et La Vie est le seul magazine à le savoir. Voilà une bonne excuse pour moi. Désolé, Nina, tu me montreras ton talent au combat un autre jour. Le travail m'appelle. Tu sais, Alex, tu t'inquiètes pour moi, mais moi je m'inquiète pour toi. Tu travailles trop. Ciao, Nina, bonne chance. J'ai 15 minutes pour traverser la ville. À moto, pas de problème. Chapitre 2. Je gare ma moto devant la porte de l'hôtel Président, juste au moment où Aloha sort d'un taxi. Il pleut, mais elle porte des lunettes de soleil. Qu'est-ce que la plus belle chanteuse du monde vient faire à Bruxelles sans avertir personne? Mystère. J'essaie de l'approcher, de lui parler, mais elle pénètre sans dire un mot dans le hall de l'hôtel, puis disparaît dans l'ascenseur. Elle n'a jamais accordé de véritable interview aux journalistes, depuis qu'elle est entrée dans la chanson comme auteur-compositeur. J'insiste, mais les réceptionnistes de l'hôtel me poussent vers la sortie. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive de me déplacer inutilement, et ce ne sera pas la dernière. Ça fait partie du boulot. Alors, pour perdre un minimum de temps, je me déplace à moto, je passe entre les voitures. Parfois, c'est dangereux, mais c'est moins stressant que de passer des heures dans les bouchons. Chapitre 3. Lundi, 9 heures. Je m'assieds à mon bureau, mais je n'ai pas le temps d'allumer mon ordinateur, parce que Jackie, mon collègue, apparaît visiblement très fâché. La machine à café ne fonctionne pas, c'est toujours à moi que ça arrive. C'est incroyable, pour une fois que j'ai besoin d'un café, il n'y en a pas. De toute façon, ce café est très mauvais. Laisse tomber. Je t'invite, on va prendre un vrai café à l'Escale. Allez viens, j'ai exactement une demi-heure avant d'aller voir le patron. J'aime bien Jackie, mais il croit toujours que le monde entier est contre lui, même les machines à café. Au bar l'Escale, on connaît tout le monde. Au moment où on entre, un client s'approche de nous. « Salut les paparazzi! Alors, est-ce que la princesse se marie avec son jardinier cette semaine? Qu'est-ce que vous allez encore inventer, hein? » Salut. Je ne réponds pas à ce genre de provocation, surtout quand ça vient de quelqu'un qui boit de la bière à 9 heures du matin. Nous, on n'a rien à voir avec les paparazzi. On fait des interviews d'acteurs, de chanteurs, on raconte leur vie. C'est normal, ce sont eux qui passionnent les gens. Chapitre 4. Au bar, je vois Paul Klein, inspecteur de la police de Bruxelles, dans son habituel costume marron trop petit pour lui. Il a l'air fatigué. Il dit qu'il dort seulement 4 heures par nuit. Et comme il n'est pas rasé aujourd'hui, il a l'air encore plus triste que d'habitude. Mais en réalité, il n'est pas triste. Il est même drôle. Assis au bar, il regarde un exemplaire de notre magazine. Il lit à haute voix le sommaire. Deux princes vont naître le même jour. La reine attend des jumeaux. La double vie du roi du rap. Les deux objectifs de Johnny Depp. Salut. Alors, on dirait qu'il y a une double dose de sensation dans la presse cette semaine. Qu'est-ce que vous buvez? Une double trappiste ou un double whisky? C'est moi qui offre. Salut Paul, jamais d'alcool quand on travaille. Et toi, tu travailles là? Bien sûr.
Personne ne fait autant d'heures supplémentaires que moi dans cette ville. Et de toute façon, ça fait 5 mois et 2 semaines exactement que je bois uniquement de la bière sans alcool. Mais ne le dites à personne, hein. C'est un secret. Vous êtes les seuls à le savoir, avec le barman, évidemment. 2 cafés. Paul Klein, c'est notre policier préféré. Non seulement on s'entend bien avec lui, mais en plus on a des intérêts communs. Il a de grosses responsabilités comme inspecteur principal, mais curieusement, il passe beaucoup de temps dans certains cafés du centre de Bruxelles. L'Escale, entre autres. Il cultive ses relations, comme il dit. Il s'informe et il nous informe. On pense que ses méthodes sont parfois un peu particulières. Il fréquente des gens pas recommandables, et il leur offre toujours à boire. Ça peut sembler bizarre, mais il faut admettre qu'il obtient des résultats. Et les pistes qu'il nous donne font d'excellents reportages. Je laisse Jackie en grande conversation avec Paul pour retourner au bureau, où j'ai rendez-vous avec mon chef. J'arrive avec 3 minutes de retard et je sais qu'il déteste ça. Comment lui expliquer que ce n'est pas de ma faute? Que la machine à café, Jackie et Paul Klein sont responsables de mon retard? Décidément, je suis incapable d'arriver à l'heure. Chapitre 5. Le chef vient à ma rencontre. Aïe aïe aïe. Quand il ne me laisse pas le temps d'arriver jusqu'à son bureau, je sais que c'est pour me proposer des missions impossibles. Il faut absolument remplacer Nina. Vous devez être à la Galerie Maltaise dans 1 heure pour faire un article sur le sculpteur à la mode qui expose pour la première fois à Bruxelles. Est-ce que Nina a un problème? C'est sûrement le kickboxing. Qu'est-ce qui... Rien de grave, mon cher Alex, ne vous inquiétez pas. C'est seulement une grippe. Alors vous allez faire ce reportage. Voilà l'adresse. Mais vous savez que je ne m'occupe jamais des événements culturels. Je ne vais jamais aux expositions, ni aux concerts de musique classique. Je n'y connais rien. Pourquoi moi? Nina n'est pas disponible. Et puis, pour une fois que je vous demande d'interviewer un artiste, vous n'allez pas faire un scandale. Justement, moi, les scandales, je fais ça très bien. Mon travail, c'est de faire des scandales. Je suis journaliste d'investigation, moi. Je vais chercher ce que d'autres veulent dissimuler. Par contre, faire de la publicité gratuite aux artistes qui s'exhibent, c'est pas mon style. Vous nous répétez tout le temps que le monde est intéressant quand on lui pose des questions. Vous ne vous posez pas de questions sur l'art contemporain? Ok. De toute façon, il est inutile de discuter avec mon chef. J'accepte donc le reportage, mais c'est surtout pour aider ma collègue Nina qui est malade. J'aime bien ma collègue Nina, et je ferai tout pour elle. Chapitre 6. J'arrive à la Galerie Maltaise sous la pluie. Je suis mouillé et de très mauvaise humeur. Je me déplace toujours à moto, ce qui est considéré comme une folie à Bruxelles, où il pleut 217 jours par an. Dans la galerie, les invités sont super élégants et me regardent bizarrement. Ils ont raison, je n'ai rien à faire ici. Ils sont beaux, riches et secs, et moi je me sens comme un passager clandestin. Je ne mets jamais de costume, je ne porte jamais de cravate. C'est sûr, impossible quand on se déplace à moto, le plus souvent sous la pluie. Et puis, dans le milieu des chanteurs et des acteurs, ça ne choque pas de voir un journaliste qui porte une veste en cuir. Ça ne dérange personne, même à Cannes, au festival. Alors qu'ici, dans cette galerie d'art, je tombe comme un cheveu dans la soupe. Heureusement qu'il y a le buffet avec du champagne et des petits toasts. Parce que sinon, dans la salle d'exposition, il n'y a rien à voir. C'est curieux. Autour de nous, il n'y a pas d'œuvre d'art. Il n'y a que des toiles blanches fixées sur des cadres en bois. L'artiste, Ronald Ciclosi, n'est pas encore là, mais le public ne semble pas du tout impatient. Moi, je me sens mal, et j'ai envie de partir en courant. Je bois 3 verres de champagne, et soudain, quelque chose se passe. Et ce n'est pas un effet du champagne. Une des toiles blanches est traversée par une cigarette allumée. Ciclosi est invisible derrière la toile, mais par le trou de cigarette, il fait passer un papier avec un message. Une des personnes présentes va le chercher, il lit le message à haute voix. Les chiffres trahissent le chaos initial. Ensuite, d'autres messages sortent par d'autres trous de cigarette.
Ces messages sont tous aussi bizarres, aussi énigmatiques que le premier. Mais les invités se précipitent sur les petits papiers comme des enfants sur des œufs de Pâques. L'artiste, lui, ne se montre pas. Il réalise sa performance sans apparaître, sans donner d'explication. Cela dure en tout 10 minutes. Ensuite, c'est le silence, et finalement les gens se mettent à parler, à commenter ce qu'ils viennent de voir, et apparemment, l'expérience les intéresse beaucoup. Moi, j'observe de loin. Chapitre 7. Tout à coup, mon attention est attirée par une très belle femme, habillée de manière assez extravagante. Cheveux noirs avec une large mèche blonde, grands yeux maquillés au col. Je la reconnais. C'est Aloha, l'ex-top modèle devenue star de la chanson. J'ai très envie de la rencontrer. Est-ce mon jour de chance? Non seulement elle est extraordinairement belle, mais en plus, elle est très secrète, et cela attire encore plus la curiosité du public. Est-ce une stratégie ou est-ce sa manière d'être? Je veux obtenir une interview, et sans hésiter, je me jette à l'eau. Vous vous intéressez à Ronald Siklosi, Aloha? Oui, beaucoup. Et vous? Pas du tout. Je suis ici par obligation. Je suis journaliste à la vie et je pensais que ma présence ici était une erreur. En réalité, c'est une chance, puisque j'ai l'honneur de vous rencontrer. Je m'appelle Alex Leroc. Je ne vous dérange pas? Ça dépend. Si c'est pour une conversation, pas de problème. Mais si c'est pour une interview, pas question. Une conversation, bien sûr. En fait, je suis ici pour interviewer Siklosi. Où est-il? Vous croyez que j'ai une chance de le rencontrer? Non, aucune chance. Il est comme moi, il ne fait pas confiance aux journalistes. Je comprends maintenant pourquoi mon chef m'envoie ici. Mission impossible. Pas de Siklosi, mais j'ai Aloha devant moi. J'essaye? Après tout, qu'est-ce que je risque? Chapitre 8. Aloha, vous pouvez imaginer que c'est absolument inespéré pour un journaliste comme moi de vous rencontrer ici? S'il vous plaît, accordez-moi une interview. C'est-à-dire une interview avec un professionnel, avec toutes les garanties. La vie, c'est une référence, non? Déjà fini la conversation? On ne peut décidément pas vous faire confiance à vous, les journalistes. N'insistez pas. Quand j'étais mannequin, on croyait que je n'avais rien à dire, que j'étais seulement une image. Maintenant que j'écris et chante mes chansons, je suis enfin moi-même. Tout ce que j'ai à dire est dans mes chansons. Je n'ai rien d'autre à dire. Mais les lecteurs de la vie seraient tellement heureux de faire connaissance avec la vraie Aloha. Imaginez en gros titre, Aloha, experte en art moderne. Elle rit. Il n'en est pas question. D'ailleurs, c'est tout le contraire. Je n'y connais rien en art moderne, c'est mon problème. Bon, c'est promis, pas d'interview. Entre nous alors. Que diable venez-vous faire dans cette galerie? Eh bien, je suis venu pour essayer de comprendre pourquoi j'ai perdu une grosse somme d'argent. En fait, j'ai cru que j'étais aussi une femme d'affaires et j'ai cru que Siklosi allait me permettre de gagner beaucoup d'argent, mais j'ai fait une grosse erreur et au lieu de gagner de l'argent, j'en ai perdu. J'ai été victime d'une escroquerie. Une escroquerie? Chapitre 9. C'est à ce moment que Jackie, mon collègue, apparaît. Il vient me chercher pour aller déjeuner. Une escroquerie? J'arrive à temps. Excusez-moi de vous interrompre, mais je dois vous dire que nous sommes experts en ce domaine. C'est nous qui avons enquêté sur les fausses agences de voyage Wilson, les fausses sociétés de charité Godot. Tu te rappelles, Alex, ces escrocs qui allaient sonner aux portes pour demander « Permettez-moi de vous présenter Jackie, mon collègue à la vie. Jackie, voici... » Mais tu la reconnais sûrement. Et comment?
Vous êtes une artiste formidable, Aloha. Je suis un de vos fans. Enchanté. Vous savez, je ne suis pas seulement le collègue d'Alex, je suis aussi son garde du corps, son entraîneur sportif, son expert fiscal et surtout son meilleur ami. C'est bien simple. Il n'est rien sans moi. Jackie parle en faisant de grands gestes théâtraux. Ah, cette manie qu'il a de draguer toutes les jolies femmes qu'il rencontre. En fait, il est plutôt timide, mais il imite Johnny Depp dans ses numéros de grand séducteur pour lutter contre sa timidité naturelle. De toute façon, il est évident qu'Aloha lui fait une très forte impression. Je crois qu'elle s'en rend compte. Je vois qu'elle réfléchit intensément. Que prépare-t-elle? Je vous invite à déjeuner tous les deux, dans un restaurant parfait. Et ne refusez pas, j'ai une proposition à vous faire. Avec plaisir. Mais dites-nous, qu'est-ce que c'est pour vous un restaurant parfait? Vous allez voir, il y en a un juste en face de la galerie. Chapitre 10. Je sors de la galerie maltaise sans avoir interviewé Cyclosie. Mais comme Aloha nous accompagne, tout va bien. Nous traversons la rue et entrons dans un restaurant qui s'appelle « À votre santé ». Aloha commande pour nous ce qu'elle considère un menu parfait. Des légumes cuits à la vapeur, sans sauce, du riz croquant et des hamburgers végétaux après une soupe d'asperges. Au dessert, un gâteau sec aux 7 céréales. Impossible pour moi de manger ça. J'appelle le serveur. Qu'est-ce que vous avez comme vin? Désolé, pas d'alcool. Il y a de l'eau, des jus de fruits. Vous voyez, dit Aloha. Pour moi, le restaurant parfait, c'est celui où on ne mange pas de viande, où on ne boit pas d'alcool. J'aime trop les animaux, donc je n'en veux pas dans mon assiette. Et l'alcool, c'est terrible. Non seulement ça détruit les cellules, mais en plus ça change le goût des aliments. Vous ne mangez pas, Alex? J'ai pris mon petit déjeuner assez tard, et j'ai pas faim. Jackie, lui, prétend qu'il adore ça, que ça lui donne beaucoup d'énergie, etc., etc. Il dit n'importe quoi quand il drague. Pendant un court silence, nous nous observons, puis Aloha se met à parler. Chapitre 11. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous voulez m'interviewer? Eh bien, c'est à vous que je choisis de raconter ma vie. Je vous offre l'exclusivité de cette interview, à vous, les journalistes de la vie. Je vous propose un marché. Je vous raconte tout ce que vous voulez sur ma vie, ma vraie vie, autant de pages que vous voulez, vous prenez autant de photos que vous voulez, en échange de... Comme je vous l'ai dit, j'ai été victime d'une escroquerie. La police refuse de m'aider, mais vous pouvez identifier 2 personnes et prouver que ce sont des complices. D'accord, dit Jackie sans hésiter. Elle sait que nous, journalistes, pouvons enquêter là où parfois la police n'intervient pas. Je suis plus prudent que Jackie. D'abord, quelques mots d'explication, non? Chapitre 12. Vous ne connaissez pas Cyclosie, dit-elle, mais pourtant il est très à la mode. Tout le monde en parle. On en parle tellement que je me suis pas méfié et j'ai été manipulé. Par lui? Par Cyclosie? Pas du tout. Par 2 hommes qui m'ont fait croire que j'allais réaliser une excellente affaire et qui m'ont volé 20 000 €. Comment? Il y a 3 mois, je suis venu à Bruxelles pour participer à un programme de télévision belge, et j'ai rencontré un homme, un certain Yann, qui m'a conseillé d'investir dans des œuvres d'art. Il m'a convaincu de lui acheter une statuette signée Cyclosie pour 900 €. Une statue authentique? Oui. Ce Yann était un type plutôt élégant, très poli, il parlait de manière très convaincante. Ensuite, de retour à Paris, comme j'ai raconté à tout le monde autour de moi que je possédais une statue de l'artiste hongrois, je n'ai pas été surprise que quelqu'un me contacte pour l'acheter. Vous l'avez vendu? Bien sûr, il me proposait 2 000 €.
Après cette bonne affaire, j'ai acheté de nouveau à ce Yann plusieurs statuettes pour 2000 €, que j'ai vendues ensuite facilement pour 3500 € à mon client. Je commence à comprendre. Mon client m'a demandé si j'avais d'autres statues, il m'a dit qu'il en voulait plus, à n'importe quel prix. J'ignorais évidemment que l'acheteur était complice du vendeur. Moi, je pensais être une habile négociante en œuvres d'art. J'ai acheté à Yann une série de statuettes qu'il me proposait pour 20 000 €. Ces statuettes étaient grossièrement sculptées et enveloppées de papier de toutes les couleurs. Elles étaient bizarres. Sincèrement, je les trouvais très laides. Mais ça m'était égal. Je croyais que j'allais les vendre facilement pour le double du prix et réaliser un super bénéfice. Évidemment, l'acheteur a disparu. Bien sûr, les deux escrocs ont disparu sans laisser leur carte de visite. Et je suis propriétaire d'une série de statues de cyclosie, mais elles n'ont aucune valeur, et personne ne me les achètera. Ces hommes ont commis un délit, mais je ne peux pas le prouver. C'est effectivement une escroquerie, mais c'est difficile à démontrer, dit Jackie. Il faut prouver que ces deux personnages étaient complices, qu'ils se connaissaient. C'est le seul moyen d'annuler cette vente. Chapitre 13. Vous êtes journaliste? Vous avez des moyens d'action que je n'ai pas? Trouvez mes voleurs. Je suis peut-être un peu direct, mais 20 000 €. Est-ce que c'est une grosse somme d'argent pour une star de la chanson comme vous? Je ne suis pas aussi riche que vous l'imaginez, monsieur Leroc. Et de toute façon, le plus important pour moi, c'est d'arrêter ces malfaiteurs. Je déteste les gens malhonnêtes. Je ne peux pas admettre que ces deux personnages continuent à agir comme ça, en toute liberté. Nous allons vous aider à récupérer votre argent, affirme Jackie. Nous allons chercher ces escrocs partout. Ces gens-là pensent qu'ils peuvent manipuler tout le monde, mais un jour ou l'autre, ils font une erreur. Il suffit d'être là au bon moment, n'est-ce pas, Alex? Jackie le justicier. Il se prend pour Clark Kent, alias Superman. Je vois bien qu'il est sous le charme d'Aloha et que son intérêt n'est pas seulement professionnel. Elle insiste pour me convaincre. Si vous arrivez à prouver que j'ai été victime d'une escroquerie, je vous offre l'exclusivité de ma première interview. Je vous propose même un titre. La vraie Aloha, pour la première fois. Vous allez doubler les ventes de votre magazine. Avec cet argument, elle arrive à me convaincre. Après tout, ça vaut la peine d'essayer. D'accord, nous ferons le maximum. Elle est tellement heureuse qu'elle nous embrasse chaleureusement. Jackie en est visiblement troublée. Avant de partir, elle nous donne quelques éléments importants pour identifier les escrocs. Elle se souvient surtout du costume vert que portait Yann, l'escroc, de sa taille, plus d'1,90 m, et de ses manières d'aristocrate. Chapitre 14. En sortant du restaurant végétarien, Jackie retourne directement au bureau tandis que moi, mort de faim, je passe par la plage Jourdan, où on mange les meilleures frites de Bruxelles. Il faut dire qu'en Belgique, elles ont une saveur incroyable. Et ici, dans une baraque installée au milieu de la place, même les Rolling Stones venaient en manger après leur concert. Des brochettes de viande, une barquette de frites avec de la mayonnaise, c'est le paradis pour 2,50 €. Et zut pour la diététique, je laisse ça aux autres, à ceux qui ne sont pas en bonne santé. Chapitre 15. Par où commencer? Je voudrais d'abord savoir qui est ce Cyclosie. Pourquoi tout le monde parle de lui alors que personne n'achète ses œuvres? Je connais une personne qui a certainement les réponses à toutes ces questions. Nina. Je sonne chez elle et j'apparais avec un masque blanc de protection antivirus sur le visage. Elle éclate de rire. Tu sais, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est même pas une grippe, c'est seulement un gros rhume. J'ai pris froid dans les vestiaires après mon combat dimanche. Gagné? Oui, mais parce que mon adversaire a fait une faute. Tu as reçu un coup?
Oh, Nina, c'est tellement... ça va, je te dis. J'ai seulement pris froid en sortant de ma douche. Je suis enrhumé et j'ai tellement mal à la tête que je préfère me reposer quelques jours. Tant mieux. J'étais inquiet pour toi, comme tu n'es jamais malade. Alors, raconte-moi, je suis sûr que ce n'est pas pour me parler de virus que t'es venu. Effectivement, c'est pour une histoire d'œuvre d'art. Tu t'intéresses à l'art, toi. Bravo, tu m'étonnes. C'est à cause de Jackie. Tu sais qu'il ne peut rien refuser à une jolie femme, et cette fois-ci, il s'agit d'Aloa, c'est-à-dire une des plus belles femmes de la planète Terre. Maintenant, nous avons une enquête très difficile à faire. Retrouver les vendeurs des vraies sculptures de Cyclosie qui n'ont aucune valeur. Tu peux pas être plus clair? Je sais pas si c'est à cause de mon rhume, mais je ne comprends pas très bien. Bon, je t'explique. C'est une curieuse histoire. L'Avis aura le privilège de publier un reportage sur Aloa si nous arrivons à identifier 2 escrocs qui lui ont vendu des sculptures de Cyclosie. Mais je ne savais pas que Cyclosie faisait de la sculpture. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il fait de l'esthétique relationnelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est clair, non? Esthétique, c'est-à-dire conception de la beauté, et relationnelle, c'est-à-dire pour provoquer des relations entre les gens. Et comment peut-on faire ça? Eh bien, par exemple, en organisant des expos comme celle à laquelle tu as assisté à ma place. Chapitre 16. Donc, si je comprends bien, Cyclosie vend ses idées, mais pas ses sculptures. Exact. C'est un provocateur. Il travaille beaucoup pour la publicité. Ce n'est sans doute pas un génie, mais comme il ne respecte aucune convention, aucun pouvoir, il attire l'attention. Tu veux que je te raconte une anecdote pour te donner une idée du personnage? Ok. Un jour, on lui a demandé de réaliser un projet sur le thème du mouvement. On lui a proposé d'exprimer dans une sculpture l'idée que tout change tout le temps autour de nous. Il a tout simplement utilisé des statues de cire, comme celle du musée Grévin, et les a placées derrière une vitre, exposée en plein soleil. Pendant toute la durée de l'exposition, les statues ont fondu sous l'effet de la chaleur. C'était sa manière d'interpréter le mouvement. Amusant, non? Ouais, pas mal. En tout cas, les statues que possède Aloa n'ont aucune valeur, c'est clair. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont des objets qu'il récupère et qui lui servent à illustrer ses idées. Après les expositions, il les jette à la poubelle. Il dit toujours que ses productions sont biodégradables. Mais soudain, Nina change de ton. Son regard s'illumine. Mais, Alex, tu te rends compte? C'est fantastique tout ça! On doit absolument obtenir cette interview d'Aloa. Tout le monde achètera l'avis pour tout savoir sur elle. On va faire une interview historique, comme le reportage de Playboy sur Marilyn Monroe en 1953. C'est génial, tu m'entends? Génial! Chapitre 17. Le lendemain, je vais à l'Escale pour voir Paul Klein, mon informateur numéro 1. Au moment où j'entre dans le bar, il est en train de jouer au poker avec 3 types bizarres qui semblent enchantés de passer du temps avec l'inspecteur principal. Qui manipule l'autre? Pour moi, c'est clair. Je le crois plus habile que ses partenaires de jeu. J'attends la fin de sa partie et j'en profite pour manger un hamburger debout à côté du bar. Viande élastique et pain sec. Pas extra comme menu. Mais je n'ai pas le temps de me préoccuper de diététique. Enfin, Klein termine sa partie et je peux lui parler. Salut Paul.
Comment fais-tu pour rentabiliser tout ce temps que tu passes ici? Tu n'as même pas un ordinateur portable pour prendre note de tout ce que tu apprends. Tout est là. Ça, c'est mon disque dur, dit-il en se frappant la tête. Dis-moi, t'aurais pas un escroc hyperactif sur ton disque dur actuellement? Je lui explique l'affaire qui m'occupe et je lui décris physiquement l'homme que je recherche. Écoute, je ne sais pas si c'est le même homme, mais le géant en costume vert dont tu me parles et ses manières d'aristocrate, ça me fait penser à un type qui depuis 2 ans accumule les escroqueries et les vols. Je finirai bien un jour par l'attraper. Tiens, si tu veux le voir aujourd'hui, il se présente devant un tribunal, au palais de justice. Comme victime, malheureusement. Tu peux imaginer ça? Si tu me trouves une bonne raison pour l'arrêter, je t'aiderai. Paul Klein sait bien capter les mouvements suspects de sa ville. Bruxelles est une ville assez petite, assez provinciale en fait. On n'y est pas aussi anonyme qu'on l'imagine. Paul fréquente beaucoup de gens, et son équipe d'informateurs est très efficace. Il a un instinct et une mémoire visuelle extraordinaires. Je sens que c'est la bonne piste. Chapitre 18. Le palais de justice, on le repère facilement. C'est un bâtiment énorme, plus grand que la basilique Saint-Pierre à Rome, qui domine le quartier populaire des Marolles. J'aime ce quartier où les gens parlent avec l'accent belge. Nous entrons dans le palais et nous allons directement à la salle où on juge l'affaire de notre type. Il s'appelle l'Armagnac. Il parle fort et accuse un jeune homme de tous les crimes. Il porte un costume dans les tons verts et prend des attitudes de grand seigneur offensé. Je sors mon téléphone portable pour prendre une photo discrètement. J'appelle Aloha. Je lui envoie un SMS avec la photo de l'Armagnac et la réponse est immédiate. C'est lui. L'Armagnac et Yann sont le même homme. Voilà déjà une première certitude. L'Armagnac se présente comme antiquaire. Il accuse le jeune homme d'avoir fait tomber sa table d'exposition d'antiquités sur un marché, en passant avec sa voiture. Comme le jeune homme était trop jeune pour conduire sans accompagnateur, il a commis une infraction grave. En plus de l'amende, il devra assumer toutes les conséquences financières de l'accident. L'Armagnac prétend qu'il a été blessé et qu'il a dû se faire opérer à la jambe à cause de l'accident. Il exige beaucoup d'argent, une véritable fortune. Nous allons voir le jeune homme pendant une interruption de l'audience. Il est très démoralisé. Il imagine qu'il va payer toute sa vie pour ce stupide accident. Pas de chance, hein, d'avoir un adversaire comme ce monsieur l'Armagnac. Mais j'ai juste touché une caisse qui débordait sur la rue, je n'ai pas touché sa table. Il ment. Et je sais très bien conduire, je n'ai pas eu de chance, hein. Je n'ai pas eu de chance. Nous aussi, on pense qu'il ment. On voudrait vous parler ainsi qu'à votre avocate. Moi, c'est Alex. Lui, c'est Jackie. On travaille pour le magazine La Vie. Qu'est-ce que vous me voulez? Nous nous intéressons à votre adversaire, ce l'Armagnac. Et si nous pouvons prouver que c'est un menteur dans votre affaire, ça nous aidera à prouver qu'il a aussi menti dans une autre affaire. Vous voulez bien nous présenter à votre avocate? Chapitre 19. L'avocate entend qu'on parle d'elle, se tourne vers nous et nous regarde avec méfiance. Jackie est plus rapide que moi. Il lui expose les raisons de notre présence en utilisant des termes juridiques et en prenant des airs de Casanova. Elle me sourit. Je lui souris aussi. Bon début. Coup de chance. Pendant que Jackie fait son numéro de charme,
je jette un coup d'œil rapide sur le dossier, ce qui me permet de constater un élément important. L'Armagnac s'est trompé dans sa déclaration. Il prétend qu'il a été touché à la jambe gauche alors qu'il s'est fait opérer de la jambe droite. C'est avec des détails comme celui-là qu'on gagne un procès. En attendant, je gagne déjà la confiance de l'avocate. Celle-ci transmet notre découverte au juge qui interrompt la séance. Moi, je ne veux surtout pas être vu par l'Armagnac et j'emmène Jackie rapidement vers la sortie. Le jeune homme, qui pense qu'il a maintenant une chance de gagner son procès, nous fait un signe, le V de la victoire. Jackie, lui, n'est pas content. Il me lance un regard méchant. Pourquoi? On sort du palais de justice et je me tourne vers lui. Tu as vu ce salaud de l'Armagnac? Il essaie de profiter de toutes les occasions. Ce pauvre garçon risquait de devoir payer toute sa vie pour ce stupide accident. Je suis content de ma découverte. L'Armagnac a menti et son mensonge est tellement évident que le juge ne peut plus lui donner raison. Mais Jackie ne m'écoute pas. Il a l'air très fâché et même furieux. Tu crois que j'ai pas compris ton jeu? C'est facile, ça, hein? Je fais tout le travail, j'installe un climat de confiance, et toi, tu en profites pour draguer l'avocate? J'ai bien vu que vous avez échangé un sourire. C'est pas vrai. Tu me fais une crise de jalousie? Non, pas du tout. Mais je pense que tu aimes me faire passer pour un idiot aux yeux des femmes. Attends, qu'est-ce qui t'intéresse, toi? Réussir notre reportage ou savoir qui de nous deux a le plus de succès avec les femmes? Écoute, si je t'ai blessé, je le regrette, mais je t'assure que je n'avais aucune intention de draguer cette avocate. Allons, Jackie, tu me crois? Ça va, ça va. Chapitre 20. Il faut que j'explique au patron que nous nous occupons d'une affaire de première importance. Il faut qu'il nous laisse du temps. Croyez-moi, nous enquêtons sur une affaire d'escroquerie. J'ai la conviction que ça va faire un super reportage. Ça m'est égal, Alex. Je suis fatigué de vos initiatives, de vos convictions et de vos retards continuels. Mais ça nous permettra d'interviewer Aloha. C'est une occasion fantastique, non? Je vous donne 5 jours, et si vous revenez pas avec une super interview d'Aloha, c'est la fin de votre carrière à la vie. 5 jours. Le patron est de plus en plus inhumain. Chapitre 21. Jour 1. Je téléphone à Jackie. Il n'est pas chez lui. Je l'appelle sur son portable, il ne répond pas non plus. À quoi ça sert un téléphone portable éteint? Je connais Jackie, il est sûrement à la salle de gym, et son portable est éteint dans son sac de sport. Un demi-jour de perdu à cause d'activités sportives. C'est pas croyable. Je suis obligé d'aller le chercher. Moi qui déteste entrer dans une salle de gym. C'est un univers absurde. Comment peut-on courir sur un tapis roulant sans se déplacer vraiment? Les yeux fixés sur un chronomètre, avec comme seul paysage une énorme affiche murale représentant une forêt en automne. C'est pathétique. Mais Jackie adore avoir de beaux muscles. Après tout, c'est son problème. On y va, Jackie, on a très peu de temps devant nous. Travailler pour Aloha, moi, ça me stimule. On commence par où? Grâce à Paul Klein, je sais où trouver l'Armagnac. Il m'a donné son adresse. Parfait. Alors on passe à l'action. On prend ma voiture, bien sûr. Dans la vieille Renault 5 de Jackie, nous suivons l'Armagnac partout où il va. Il est accompagné d'un type, sûrement un complice. Nous essayons de savoir ce qu'ils trafiquent tous les deux.
il se déplace dans une camionnette Ford Transit. En fin d'après-midi, il décharge des objets lourds dans un garage situé dans la banlieue bruxelloise. Nous passons la soirée à attendre devant le garage. Mais ils ne sortent plus. Chapitre 22. Jour 2. L'Armagnac et son complice ne se déplacent pas. Jackie est au bord de la crise de nerfs. « Oh, je n'en peux plus de rester assis dans cette voiture à regarder une porte de garage. Et moi, tu crois que ça m'amuse ? Il pleut. Il y a une odeur d'essence insupportable. Tu préfères éteindre le moteur et mourir de froid ? C'est dans ces moments-là que je changerais volontiers mon poste à Bruxelles contre celui d'un paparazzi à Saint-Tropez. J'ai un copain qui travaille pour un autre magazine. Lui, il passe son temps à poursuivre les stars sur les plages avec son appareil photo caché dans sa serviette de bain. C'est un jeu. Les chanteurs et les acteurs vont en vacances à Saint-Tropez pour se faire voir, et les paparazzis doivent faire semblant de les surprendre. Mais bon, c'est là toute la différence. Je suis un journaliste, pas un paparazzi. Qu'est-ce qu'on fait, Alex? On abandonne? Chapitre 23. Jour 3. Une occasion d'agir se présente enfin. Les deux hommes sortent du garage, montent dans leur camionnette et démarrent. Laissons-les aller où ils veulent. Nous, on va voir ce qu'il y a dans ce garage, dit Jackie. D'accord, mais j'y vais moi. Toi, tu restes ici. S'il y a un problème, tu m'envoies un message sur mon portable. Je suis obligé de casser une petite fenêtre pour pouvoir entrer. Heureusement que je ne suis pas gros. Le garage est sale et a l'air abandonné. La présence de caisses neuves attire mon attention. À l'intérieur de ces caisses, je peux identifier du matériel médical, mais tout est cassé. Ce sont des scanners, des instruments de précision détruits. Pourquoi conserver ça? Dans une autre pièce, il y a une série impressionnante de meubles et d'objets d'art. Que font tous ces objets accumulés ici? Je sors mon téléphone portable pour prendre une série de photos, mais c'est trop tard. Il se met à vibrer. C'est un message pour m'avertir du danger. La porte s'ouvre et l'Armagnac apparaît. J'ai juste le temps de me cacher derrière un meuble. Il prend une caisse et passe juste à côté de moi. Pas de chance. En me déplaçant, je touche une sculpture en bronze qui tombe bruyamment. L'Armagnac se précipite vers moi, appelle son complice en criant qu'il y a un voleur dans le garage. Je prends un coup au visage, mes lunettes tombent par terre. Je ne vois plus rien. Heureusement, Jackie arrive à mon secours. Il repousse mes agresseurs et m'aide à me diriger vers la sortie pour courir ensuite vers la voiture. Les deux complices, armés de barres de métal, n'ont pas l'intention de nous laisser partir tranquillement. Nous sommes poursuivis, et quand nous arrivons à la voiture, j'ai l'impression que mes poumons vont exploser. Jackie démarre en première à 4000 tours minute. La Renault 5 est sur le point d'exploser elle aussi. « Tu fumes trop. Je ne fume plus. C'est bien que j'ai arrêté. »« Alors il faut t'entraîner, hein, faire un peu de sport, » me dit Jackie. « Regarde-toi, on dirait que tu viens de faire un triathlon alors que nous avons à peine couru 25 mètres. » C'est pas une question de condition physique. Si je suis dans cet état, c'est sûrement parce que j'ai un œil blessé et que j'ai perdu mes lunettes. En plus, je suis enrhumé. Le même virus que Nina, probablement.
Chapitre 24. Nina. Il faut l'appeler. On a besoin d'elle. On se donne rendez-vous chez elle pour faire le point de la situation. Quand elle voit que mon œil est blessé, elle s'inquiète et commence par me soigner avec beaucoup de précautions. Pendant ce temps, je lui explique en détail nos aventures. L'Armagnac nous a pris pour des voleurs. Malheureusement, nous sommes repérés. Maintenant, nous avons besoin de toi. Le garage est une vraie caverne d'Ali Baba. Il y a une quantité impressionnante de meubles de style. De belles antiquités. Je suis sûr qu'elles sont volées. Décidément, la femme est l'avenir de l'homme, dit-elle. À moi de jouer, puisque vous êtes hors jeu. Quand nous sortons de chez Nina, je vois dans le regard de Jackie qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Je risque ma vie, je m'expose pour toi, et c'est toi le héros? Moi, personne ne me demande si je vais bien. Personne ne me remercie. Jackie, t'as bien vu que c'est elle qui a insisté pour me soigner l'œil. Et puis, tu trouves pas que t'exagères avec tes scènes de jalousie? Moi? Jaloux? Pas du tout. D'ailleurs, Nina, c'est ton amour impossible, pas le mien. C'est faux, archi faux. Je comprends rien. Nina, c'est comme ma petite sœur. Chapitre 25. Jour 4. Je reçois un coup de téléphone de l'avocate. Comment allez-vous, monsieur Leroc? Bof. Je dois dire que ça pourrait aller mieux. Impossible pour l'instant de démontrer que l'Armagnac est un bandit. Et il me reste 2 jours pour y arriver, et sinon je perds mon emploi. Ça pourrait vous intéresser de savoir que grâce à vous, j'ai gagné mon procès? Le juge a donné ses conclusions et considère que l'Armagnac a fait de fausses déclarations. Mon client, le jeune homme que vous connaissez, est seulement reconnu coupable d'une infraction au code de la route et payera uniquement une amende. Je lui conseille même d'attaquer l'Armagnac en justice à son tour, pour ses fausses déclarations. Enfin une bonne nouvelle! Merci de m'informer. Merci à vous, monsieur Leroc. Chapitre 26. Pendant ce temps, Nina suit l'Armagnac dans tous ses déplacements. À midi, elle se trouve dans le même restaurant que lui, assise à une table voisine. Il passe de nombreux coups de téléphone et en reçoit également. Nina ne comprend rien à ces conversations. Soudain, elle capte une courte phrase prononcée par l'Armagnac sur son téléphone portable. Elle entend très bien parce qu'il parle très distinctement. Il veut être sûr d'être compris par son interlocuteur. L'accident aura lieu à 15 heures, demain au rond-point Montgomery, comme prévu. Nina nous contacte immédiatement. Voilà un rendez-vous à ne pas manquer. Si quelqu'un peut prévoir un accident, c'est probablement pas un vrai accident, n'est-ce pas? Mais ne me demandez pas ce que prépare l'Armagnac, je n'en ai aucune idée. Est-ce l'erreur que nous attendons? Je trouve ça étonnant. Dans les trains, dans les bars, les gens qui utilisent leur portable racontent leur vie sans précaution, sans réserve. Cela peut être très intéressant, parfois. Chapitre 27. Jour 5.
Il est 14 heures. L'inspecteur principal Paul Klein se trouve aussi au rond-point Montgomery avec quelques hommes. Heureusement qu'il nous fait confiance. Nous sommes tous plus ou moins dissimulés dans nos voitures quand nous voyons une Peugeot 205 s'immobiliser dans une des rues donnant sur le rond-point. À 15 heures, la camionnette de l'Armagnac arrive au rond-point, en fait une fois le tour lentement, puis une deuxième fois, et au moment où elle repasse à la hauteur de la 205, celle-ci démarre et provoque un accident. Ensuite, le conducteur de la 205 tente de s'échapper, mais une voiture de la police lui bloque le passage et le conducteur est arrêté par les agents. Paul Klein sort d'une autre voiture et s'approche de l'Armagnac. « Police, qu'est-ce qui s'est passé ?» Surpris, l'Armagnac fait des grands gestes en montrant ses caisses renversées. Ce sont les caisses que j'avais vues dans le garage. « Vous le voyez bien, non? Il y en a pour une fortune. C'est du matériel pharmaceutique de haute précision. Tout est détruit, c'est à cause de ce type-là avec sa Peugeot. Il n'a pas respecté la priorité. C'est moi qui avais la priorité. » L'autre conducteur, le complice, ne dit rien. Il ne répond à aucune question. Jackie et moi, nous sommes tout près d'eux. Mais nous évitons de nous faire reconnaître de l'Armagnac. Paul Klein vient vers nous. Il est clair qu'il a essayé de simuler un accident. L'Armagnac prétend que le matériel qu'il transportait est détruit. Ce genre d'accident est un moyen classique d'escroquer sa compagnie d'assurance. Je peux l'arrêter, mais je regrette de l'arrêter pour un délit si léger. Il ne risque pas grand-chose, seulement une amende. C'est dommage, hein, quand on sait de quoi ce bandit est capable. Chapitre 29. J'envoie un SMS à Aloha et je lui donne rendez-vous à la galerie maltaise sans préciser pourquoi. Quand elle arrive, je me trouve derrière une des toiles blanches et je lui fais passer un message par un trou de cigarette. Sur le message, j'ai écrit « Votre escroc est arrêté, son complice aussi. Les preuves s'accumulent. C'est le bon moment pour dénoncer l'escroquerie. Proposez-moi une date pour l'interview. » Aloha pousse un cri de joie. Elle se sent libre, légère, et on passe immédiatement à l'interview. Chapitre 28. Soudain, j'ai une intuition. Paul, on peut vérifier ce que contient la camionnette? Oui. Jackie et moi on t'accompagne. Klein demande à un de ses agents de vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de la camionnette. L'Armagnac essaie de s'interposer et se met à crier. C'est illégal d'entrer dans un véhicule. C'est comme dans une maison. Vous n'avez pas le droit. Je vous arrête pour tentative d'escroquerie, et j'emporte les éléments nécessaires à l'enquête. Vous n'avez pas le droit? Disons que j'ai l'obligation de vous arrêter, et vous avez le droit d'appeler un avocat. Klein m'appelle pour me montrer un album photo, une sorte de catalogue qui se trouvait sur le siège arrière. Ce sont des photos de meubles, de peintures, de bijoux. C'est l'inventaire complet des objets volés que j'ai vus moi-même dans le garage. Alex, ceci peut nous intéresser, pas vrai? L'Armagnac devient fou furieux. Il se jette sur Klein pour tenter de lui prendre le catalogue, mais deux agents l'immobilisent. « Donnez-moi ça, c'est illégal, ce dossier m'appartient !» Si ce dossier vous appartient, pour moi c'est parfait. Il me suffit de vérifier que ce sont des photographies d'objets volés, et ça me permet de demander un mandat de perquisition pour aller voir ce qu'il y a dans votre garage.
Vous gardez chez vous des objets volés et vous les avez photographiés pour les proposer sur catalogue à vos clients. Un commentaire? Cette fois, l'Armagnac a perdu la partie. Je m'approche de lui, il me regarde fixement, mais il ne me reconnaît pas. Vous ne me reconnaissez pas? C'est peut-être parce que j'ai changé de lunettes. Mes anciennes lunettes sont tombées dans un garage, et elles se sont cassées accidentellement. Je pourrais peut-être faire payer ma compagnie d'assurance. Qu'en pensez-vous?